l'évolution est irréversible et qu'on ne saurait, n'est-ce pas, freiner ce processus. Ce qui veut dire, demain, où en serons-nous? Voici un prototype d'ordinateur transparent. Il y a même des publicités à la télévision où, de manière immatérielle, on peut voir un écran d'ordinateur. Et donc, c'est dire que les choses allant évoluant, il est de notre intérêt de pouvoir nous adapter à cela. Ou ne serait-ce enseigner quelques rudiments à ceux que nous enseignons aujourd'hui pour qu'ils puissent les répercuter, n'est-ce pas, à nos enfants. Alors, toutes ces mutations tiennent place, n'est-ce pas, dans une société au travers de normes. Si je prends par exemple nos sociétés traditionnelles, si on avait des écoles, les forgerons avaient leur école, les tisserands avaient leur école, et c'est par rapport aux objectifs que ces sociétés s'étaient fixées. Maintenant, dans nos sociétés modernes, les objectifs sont plutôt mondiaux. On a commencé au début du XXIe siècle, n'est-ce pas? Au début de l'année 2000, avec les objectifs du millénaire pour le développement, où nous avions 8 objectifs et l'éducation prenait la seconde place. L'échéance, n'est-ce pas, des OMD était en 2010, qui a été repoussée en 2015, et là, ça n'a plus été repoussé. En novembre, le 25 novembre 2015, de nouveaux objectifs ont été définis pour remplacer les OMD. Ce sont les objectifs du développement durable. Il y en a 17, et l'éducation de qualité se trouve en 4e position. C'est dire combien l'éducation prend toujours une place importante, n'est-ce pas, dans les objectifs définis sur le plan mondial. Et au-delà, on peut remarquer aussi que à la dernière place, même si c'est la dernière place, c'est quand même important comme objectif qu'on se définit mondialement, les partenariats pour la réalisation des objectifs. La notion de partenariat, ça a attiré mon attention parce que dans la plateforme dont je vais parler tout à l'heure, les techniques d'apprentissage sont plutôt collaboratives. Et déjà, si les élèves ou bien les enseignants travaillent de manière collaborative, même à distance, déjà, je pense qu'on les prépare, n'est-ce pas, à l'âge adulte, à vivre, n'est-ce pas, ce que c'est que la notion de partenariat pour un développement harmonieux. Alors, c'est quoi les OMD? Les OMD sont basés, n'est-ce pas, sur 3 notions fondamentales. On a d'abord l'économie, la notion d'économie, ensuite la notion d'environnement, et enfin la notion sociale. Donc, ces interactions de notions vont donner, par exemple, 2 à 2. Lorsque le social est satisfait et l'environnement est satisfait, on parle de conditions vivables. Et par exemple, je donne un simple exemple, on ne peut pas, par exemple, élever des enfants dans un endroit où il y a des ronces, je ne sais pas, où des animaux vénéneux, n'est-ce pas, c'est pas vivable. Donc l'environnement n'est pas de qualité. Alors lorsque l'environnement est en harmonie avec l'aspect social, on parle d'un espace vivable. Et lorsque l'économie est en harmonie avec l'environnement, on parle de quelque chose qui est viable. L'économie et le social, finalement, on parle de caractère équitable. Par exemple, distribution de richesses équitable, etc., etc. Mais lorsque les 3, n'est-ce pas, pour faire allusion à la thermodynamique, le point triple, lorsque les 3, n'est-ce pas, sont en harmonie, on parle plutôt de durable. Là, le développement, si nous voulons construire, n'est-ce pas, un processus de développement basé sur ces 3 caractères, ce processus de développement s'appelle donc un processus de développement durable. Alors, pour ces 17 ODD, l'ONU s'est donné comme délai l'an 2030 pour atteindre cet objectif sur le plan mondial. L'Union africaine, qui est un peu plus réaliste par rapport à son retard, s'est donné 2063, c'est-à-dire 33 ans plus tard. Et au niveau national, parce que ces différents objectifs se traduisent au niveau national par les plans nationaux de développement. En Côte d'Ivoire, on a défini le premier plan de 2012 à 2015, qui s'est achevé l'année dernière, et le second plan de 2016 à 2020. Et 2020, n'est-ce pas, qui se consacre par
la fameuse émergence que tout le monde chante maintenant. Alors, tout ceci s'inscrit, n'est-ce pas, dans nos politiques, nos différentes politiques. Nous sommes des acteurs de l'éducation, donc nous devons tenir compte de ces différents objectifs qui se traduisent en plans nationaux de développement à travers l'exercice de nos métiers, qu'est l'éducation. Et n'ayons pas peur de ces changements parce qu'il y a des métiers qui disparaissent, il y a des métiers qui apparaissent. Et si nous formons des enfants, c'est pour les préparer, n'est-ce pas, aux métiers d'avenir. Aujourd'hui, les réparateurs de machines à écrire ont disparu, sauf peut-être quelques rescapés, hein, s'il y en existe encore, mais on peut dire que globalement, ça a disparu. Par contre, bien heureusement, il y a des métiers qui ont apparu. Allez à Gamay, Black, ou bien à Trècheville, vous verrez que des gens, des millionnaires se font grâce à la vente d'accessoires électroniques, réparateurs de téléphones portables, etc. Donc c'est des métiers, c'est de nouveaux métiers qui sont apparus. Pour la petite histoire, c'est comme en Europe, au moment où on inventait les véhicules, les moteurs à vapeur, les éleveurs de chevaux avaient déjà peur par rapport à leur métier. Ceux qui fabriquaient les fers à chevaux avaient peur, hein, de leur avenir. Mais ceux qui ont réussi à s'adapter, n'est-ce pas, à être mécaniciens d'auto, etc., ont réussi quand même à s'en sortir socialement. Donc, le souci pour nous, quand nous éduquons des enfants ici, le souci pour nous, c'est de les préparer à s'adapter, n'est-ce pas, à la mutation globale. Voilà. Donc, parmi toutes ces nouvelles manières qui apparaissent, va apparaître aussi des stratégies d'enseignement utilisant l'éthique comme vecteur. Je tiens cette citation de la Première Dame qui dit que l'école est l'institution la plus essentielle, n'est-ce pas, de la République. Ce n'est pas faux. Parce que tous nos gouvernants ici, il n'y en a pas qui n'aient appris à lire et à écrire à l'école. Alors je pense que nous avons un rôle essentiel, n'est-ce pas, dans le développement de nos sociétés. Nous avons un rôle essentiel à préparer, n'est-ce pas, les cadres de demain. Et donc, si nous savons qu'il y a un processus irréversible, tel que lorsqu'on passait des diligences, hein, des charrettes à chevaux aux véhicules à vapeur, si on ne s'était pas adapté, on n'aurait pas préparé, n'est-ce pas, la relève de demain. Donc, il nous appartient, n'est-ce pas, d'encourager la relève de demain aux mutations certaines auxquelles nous faisons face. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, en tant qu'enseignant, nous devons nous adapter, n'est-ce pas, nous inscrire dans les plans nationaux de développement qui sont inspirés des ODD. Alors, je vais juste faire un petit clin d'œil historique, n'est-ce pas, à l'évolution pédagogique. Entre la première étape, c'est-à-dire lorsque le premier colon a mis pied sur la terre, que nous appelons aujourd'hui Côte d'Ivoire, mais en général c'est l'Afrique tout entière, les objectifs... Pardon, il n'y a pas de souci. Les objectifs, n'est-ce pas, qui étaient définis dans les systèmes éducatifs, c'était juste de former des cadres subalternes, hein. Excusez-moi, de former des cadres subalternes qui sont, qui juste peuvent dire monsieur, voilà, bonjour monsieur, bonjour madame, ou bien recevoir un invité. Mais à partir de notre indépendance de 1960 à 1975, les objectifs étaient, n'est-ce pas, la construction nationale. Il fallait former donc des ouvriers, des acteurs, n'est-ce pas, de développement pour la construction de notre État. Et de 1975 à 1995, la méthode active, malheureusement j'avais joint des images à la présentation qui ont disparu, peut-être c'est la connexion à la télé. La méthode active centrée sur l'enfant, hein, parce que nous formons des cadres de demain, et donc des cadres qui sont appelés à prendre la relève. On se souvient très bien dans cette période, justement, on parlait de l'ivoirisation des cadres. Hein, donc les expatriés français et d'autres nationalités devaient être remplacés par des Ivoiriens. Donc il fallait les former, n'est-ce pas, à la prise de décision, et donc le système éducatif avait commencé à s'orienter sur la méthode active, où l'enfant était vraiment très impliqué dans sa formation. Et à partir au-delà de 1995, c'est des programmes de souveraineté avec une interaction en prenant compte, n'est-ce pas, de ce qui se passe ailleurs dans le monde,
parce que l'interaction avec le reste du monde était indéniable. Ça s'avérait déjà indéniable. À partir de l'année 2000, grâce à la démocratisation, n'est-ce pas, de l'Internet, n'est-ce pas, voilà, il y a un boom du numérique. Mais il faut dire que déjà à la troisième étape, hein, moi je me rappelle quand j'étais encore gamin, le chef de l'État parlait de l'enseignement de l'informatique à l'école. Donc déjà, en tant que chef d'État, il avait déjà une vision vraiment futuriste pour notre pays. En 2000, on a fait face au boom du numérique. Et donc, toute activité, que ce soit le transport, la médecine, l'enseignement, pourquoi pas, c'est ce qui nous concerne, s'intéresse, n'est-ce pas, au rôle du numérique dans l'exercice de ces métiers-là. Ça ne va pas s'arrêter là. Hein. Forcément, dans l'avenir, ce qu'on ignore, on ignore les mutations qu'il y aura, mais on sait qu'il y aura des mutations certaines pour l'avenir. Alors, le processus, n'est-ce pas, d'éducation, les systèmes éducatifs, n'est-ce pas, ont connu une évolution dans le temps, comme je viens de le dire. Pour cet exemple-là, lorsque la démographie était vraiment au plus bas niveau, hein, et que c'était seulement les nobles qui avaient droit à l'éducation, on avait un précepteur par famille, hein, voire par apprenant. C'est-à-dire le roi, il prend juste quelqu'un pour éduquer son enfant qui a appelé à succéder, n'est-ce pas, à cet enfant. Donc, un élève, un enseignant. Avec la démographie et son corollaire de contraintes économiques, nos sociétés se sont adaptées, n'est-ce pas, avec un groupe d'élèves autour d'un enseignant. Ce groupe va s'augmentant petit à petit. Alors, les contraintes géographiques, n'est-ce pas, nous ont imposé la formation à distance depuis déjà dans les années 80. Hein. Depuis déjà dans les années 80, les contraintes géographiques nous ont imposé la formation à distance. J'en veux pour preuve, pour ceux qui ont connu ces périodes-là, la formation par courrier postal avec Educatel. Et dans les années 70, la formation télévisuelle, n'est-ce pas, avec les ondes hertziennes et radiophoniques. C'était vraiment en vogue au Canada, mais nous l'avons expérimenté ici en Côte d'Ivoire, ici, grâce, juste après notre indépendance, où on avait vraiment envie de diffuser l'information dans des coins les plus reculés, hein, difficiles d'accès. On utilisait l'enseignement télévisuel. Et aujourd'hui, avec l'évolution, numérique, on fait appel maintenant à l'éducation par le web, donc le e-learning ou e-éducation pour les francophones. Globalement, il y a cette étude qui a été faite dans 5 pays. On voit que en bleu ciel, c'est en 2011 et bleu nuit, c'est 2015. Lorsqu'on est en salle, en groupe avec un formateur, hein, la proportion a diminué en 2015. Donc, de moins en moins, les gens préfèrent se retrouver en salle avec un formateur. Lorsqu'on est à distance, en ligne, via des modules de classes virtuelles, en 2011, on était à 44%. Le taux augmente à 49%. Ça veut dire que de plus en plus de personnes préfèrent maintenant les formations à distance, etc., etc. On voit qu'au fur et à mesure qu'on évolue, les formations à distance, les formations numériques prennent de l'ampleur. Alors, pourquoi rester, n'est-ce pas, en marge de ce processus? Alors, ceci dit, la téléformation s'inscrit dans un processus d'évolution, dans cette logique d'évolution. Et les pédagogues ont pris toutes les mesures pour ne pas dénaturer, pour ceux qui en ont peur, enfin pour ceux qui craignent, n'est-ce pas, dénaturer la qualité de la formation. Je pense que les pédagogues ont pris toutes les dispositions pour ça et les recherches continuent, que ce soit les recherches techniques ou bien en pédagogie, ça continue pour pouvoir améliorer, n'est-ce pas, les différentes méthodes. Donc, en même temps aussi, la téléformation n'est-ce pas, constitue une solution aux distances. Quand j'étais responsable de la formation continue ici, justement, c'était l'un de mes objectifs pour ceux qui étaient à Mans, puisque j'ai été témoin de plusieurs cas d'accidents. Enfin,
certains de mes auditeurs, je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre en place une plateforme de formation à distance où déjà celui à partir de Mans, à partir de Korogo, à partir de Bouna, s'il a une connexion, avec des cours disponibles en ligne, interactifs, puisse suivre les cours là-bas au lieu de prendre des risques par le moyen de transport. Et il y a aussi l'économie de temps. Pour faire par exemple de Mans à Abidjan, on peut mettre peut-être toute une journée ou 2 jours de voyage, c'est-à-dire l'aller-retour, je veux dire. Un jour pour venir, un jour pour partir, avec tout ce qu'il y a comme fatigue, et peut-être trouver un tuteur ici pour se faire héberger. Et donc, s'il y a une formation à distance, c'est une solution à l'économie de temps et d'énergie, hein, et d'argent plutôt. Voilà. Bon, ça c'est juste des images d'illustration pour faire rire un peu. Ceci dit, la pédagogie numérique aussi a ceci d'intéressant, en ce sens que moi, par exemple, qui donne un cours de chimie des matériaux inorganiques, je me rappelle quand on suivait ce cours avec Madame Kra, il y avait des modèles moléculaires qu'on pouvait manipuler de manière physique pour pouvoir des réseaux cristallins qu'on pouvait manipuler de manière physique pour pouvoir voir, n'est-ce pas, pour pouvoir matérialiser les différents réseaux qui pourraient exister. Mais ne disposant pas de matériel aujourd'hui, grâce à la simulation informatique, on peut visualiser certains faits. On peut visualiser certains faits. Bon, ça je vais passer. Je voulais juste faire allusion au fait qu'aujourd'hui, tout le savoir se trouve, n'est-ce pas, sur Internet, partout autour de nous. Le rôle de l'enseignant doit pouvoir changer aujourd'hui, hein, en tant que formateur, n'est-ce pas, qui doit accompagner l'enfant vers le savoir. Ce qui est mieux illustré ici, hein. Beaucoup de nos enfants savent aujourd'hui, grâce à E égale à M6, grâce à Discovery Science, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, nous ne sommes plus ces enseignants-là qui, eux seuls, disposent de ce savoir dans leur livre du maître et qui viennent devant des indigènes qui ne savent rien du tout et jouer les mystérieux à leur transmettre le savoir. Aujourd'hui, ils savent beaucoup. Alors, il s'agit pour nous aujourd'hui de les aider à construire un savoir par rapport à un objectif précis à atteindre. Et donc, ceci nous impose, comme je le disais, voilà, tout le savoir est disponible. Et voilà, c'est à nous maintenant d'accompagner l'enfant vers l'inconnu, mais en l'aidant à structurer tout ce qui est disponible dans les journaux, dans les chaînes câblées, sur Internet, etc. À structurer tout ça pour un objectif précis. Et pour cette démarche-là, l'enseignant a besoin d'humilité. L'enseignant qui n'est pas humble se sentira très frustré quand l'élève va lui donner une réponse, peut-être même qui est plus intelligente que la sienne, parce que la veille, justement, l'élève a regardé une émission à la télévision à propos. Et l'enseignant doit avoir aussi un grand esprit de synthèse, voilà, pour synthétiser sous cette masse d'informations, n'est-ce pas, pour construire un savoir pour l'enfant. Alors, je suis désolé, je me suis juste trompé parce que j'ai mis à jour mon... C'est le brouillon que je présentais en fait. Donc, ce qui m'embêtait un peu. Voilà. Voilà. Je suis désolé. Ben en fait, je ne vais pas revenir en arrière, hein, c'est juste pour cette PowerPoint-là. Juste pour vous dire que, voilà, à l'époque coloniale, il n'y avait pas beaucoup d'enfants, c'était juste apprendre à lire, à lire et à dire bonjour patron et autres, tout ça. Ben voilà, petit à petit, les populations augmentent. Et là, c'était vraiment pour sortir maintenant, après l'indépendance, former, n'est-ce pas, construction du pays. La méthode active ici qui se centre sur l'enfant. Aujourd'hui, former des cadres de demain, n'est-ce pas, en interaction avec le monde extérieur. Voilà, ce sont ces images qui m'échappaient. Je vais aller juste à la fin, où nous en étions. Voilà, ici. Nous étions ici. Alors, les systèmes pédagogiques ne sont pas uniques
est immuable. Il y a toujours des réformes, il y a toujours des modifications. Parce qu'en fait, chaque zone géographique, chaque autorité à travers le monde définit ses priorités en termes de système éducatif. C'est comme par exemple, dans le monde anglo-saxon, on accorde moins de considération au diplôme et beaucoup plus de considération au savoir-faire. Cependant, dans le système scandinave, particulièrement en Finlande, on fait plus, n'est-ce pas, enfin, quand je dis préférence, ce sont mes préférences, mais ça peut ne pas être la préférence de tout le monde. Les liens Internet sont donnés aussi, hein, vous pouvez consulter pour voir comment c'est fait là-bas. Par exemple, en Irlande, pendant 9 premières années de la scolarité, on ne note pas, on n'évalue pas. Jusqu'en troisième, il n'y a pas de notes. Et on forme l'enfant parce qu'en fait, dans leur considération, ils se disent que les notations frustrent peut-être ceux qui ont un savoir-faire, ceux qui ont un talent caché, les frustrent et du coup, ça les empêche de s'exprimer. Donc, on essaie de prendre en compte tous les élèves dans leur ensemble et les faire avancer. Et c'est à partir de la 9e année, chaque enfant choisit de faire telle ou telle matière et c'est en fonction de son choix qu'il est formé. Donc, il y a plusieurs disciplines d'options que l'enfant choisit pour suivre et il évolue ainsi. Et c'est après la 9e année, n'est-ce pas, qu'il est noté, hein, qu'il est évalué. Donc, moi, ma préférence pédagogique porte sur, n'est-ce pas, le système irlandais. Alors, le système égalitaire démocratique, où les frais de scolarité sont quasiment inexistants, enfin, comparé à d'autres pays, bien sûr, c'est pour ma préférence porte sur le système français. Et en interaction, le système éducatif qui est en interaction avec les entreprises privées. Aujourd'hui, on parle de partenariat public-privé. Donc, ça veut dire que beaucoup de nos autorités s'inspirent maintenant du système éducatif, n'est-ce pas, germanique. Le système éducatif germanique est basé sur cela. C'est les collectivités qui s'investissent, que ce soit les mairies, les conseils régionaux, et même avec la décentralisation, dans chaque région, il y a un ministre de l'éducation, enfin, ils appellent ça ministre, mais dans chaque région, n'est-ce pas? Et chaque région fait son programme éducatif propre aux réalités de sa région. Toutefois, il y a un conseil interministériel de l'éducation sur le plan national. Donc, vous voyez que chaque région favorise certains aspects en fonction de ses priorités. Donc, il n'y a pas de système éducatif immuable de qualité absolue. Comme je peux dire ici, par exemple, pour le savoir-faire, l'accent mis sur le savoir-faire, je préfère le système anglo-saxon. Pour l'accent mis sur la pédagogie, je préfère le système irlandais. Pour l'accent mis sur la démocratisation de la scolarisation, le système français. Et la relation avec les entreprises, les collectivités publiques, je préfère le système allemand. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas tout avoir, mais on fait l'effort d'avoir tout ça en même temps. Alors, abordons à présent l'objet de notre rencontre ce matin. Que faire donc pour s'arrimer, n'est-ce pas, à toute cette évolution? Pour ma part, n'est-ce pas, je suis très favorable au e-learning, n'est-ce pas? Et pour ce faire, il y a plusieurs plateformes qui existent. La plateforme WIMS, qui est plus axée sur les exercices. Sankoré, il y a beaucoup de gens qui connaissent cette plateforme parce que notre ministère de l'Éducation nationale a eu un projet Sankoré. Il y a eu le projet aussi, je ne sais pas si je vais en parler dans cette planche. Bon, pour le moment, je passe. Mais il y a le système, la plateforme ExeLearning aussi qui existe sur Internet, sur Google. Vous pouvez trouver différents tutoriels à propos. Il y a Google Drive, ceux qui ont les comptes Gmail avec, n'est-ce pas, toutes les applications de Google doivent savoir, avec les étudiants sur les cours que nous avons avec eux, déjà, je les initie à travailler à distance avec les Google Docs et tout ça. Donc, Google Drive permet un travail à distance, avec ses limites, bien entendu. Il y a Claroline et enfin, il y a ma préférence, Moodle. En quoi est-ce que... Bon, là, c'est Martin Duguiama, le fondateur de Moodle, qui travaille avec 30 développeurs et 60 entreprises. Beaucoup d'entreprises privées s'investissent dans le développement de Moodle parce qu'elles y font confiance.
Pourquoi Moodle n'est-ce pas populaire? Oui, la plateforme est-elle populaire, pardon. Vous voyez qu'il y a 50 000 communautés, 65 000 utilisateurs, dont moi, donc je fais certainement partie de ces 65 000, 200 pays, et c'est traduit en 80 langues. Mais pourquoi c'est aussi célèbre, aussi populaire? Parce qu'il y a possibilité de multiplier, n'est-ce pas, les évaluations. Lorsque nous, surtout pour nous en Afrique ici, qui sommes confrontés à des effectifs pléthoriques, on peut, les exercices que nous faisons, les devoirs que nous faisons, on peut les traduire sur la plateforme, mais la correction peut se faire automatiquement. Tout à l'heure, je vais vous donner un exemple. Automatiquement. Et donc, du coup, à chaque évaluation, les évaluations formatives, par exemple, vous pouvez les multiplier autant que vous voulez. Et même les devoirs, vous pouvez les faire autant que vous voulez, même si dans votre salle de classe, il y a 100 élèves, 200 élèves, ou si vous avez 4 classes de 100 élèves, vous n'avez plus à vous inquiéter. Pour peu que l'école dispose d'une salle multimédia. Oui, certains diront peut-être que non, toutes les écoles n'en disposent pas, mais MTN et autres, les sociétés de téléphonie font des dons. Mais très souvent, ces dons sont résumés à des ordinateurs qui sont disposés dans une salle et une connexion Internet et personne n'utilise. Soit quand on vient, c'est juste Google qu'on cherche, alors qu'on peut mettre à profit ces genres d'applications-là. Et aussi, l'avantage, c'est qu'il y a une absence de contraintes géographiques. De chez moi, je peux suivre la formation. La structuration de Moodle. Le tout-puissant, l'administrateur, il a tous les droits. Et les droits vont décroissant jusqu'aux visiteurs anonymes, en passant par les enseignants et les enseignants non éditeurs. Là, je passe. Ici, voici les différents modules d'évaluation. Les appariements, c'est-à-dire comme à l'école primaire, on peut vous dire relier telle grandeur à telle autre, relier les correspondances, les appariements, etc. Donc, on a toute une série de possibilités de questionnement ici. Un exemple. Ici, c'est un exercice de troisième que j'ai traduit avec Moodle. Ici, par exemple, on peut demander aux élèves, la question c'est quoi? Chaque lettre désigne, n'est-ce pas, un récipient contenant un liquide ou un solide divisé. Hein? Sachant très bien que nous avons vu en classe que la surface du liquide, n'est-ce pas, est plane dans un récipient. Donc, il s'agit de dire, par exemple, devant chaque lettre, ce qui correspond à un liquide, vous mettez LQ ou un solide divisé SD. Et là, l'élève peut vérifier s'il a trouvé ou pas. Ici, par exemple, le dernier devoir que j'ai eu avec les étudiants, un exercice, pardon, du devoir, je ne pourrais pas tout présenter. Voilà. Aussitôt, dès qu'il finit le devoir, il a sa correction ici, parce que j'aurais, n'est-ce pas, implémenté la correction dans la plateforme, et en même temps, il a sa note qu'il a obtenue. Et voilà. Il sort avec, et ça change justement son destin. Il sort de la salle. Ça, c'est un type, bon, ça, c'est le type QCM. Hein. Choisir l'expression correcte du poids avec la masse et la gravité. Ça, c'est juste, on peut leur demander de calculer, par exemple, au centième près, pardon, la masse volumique en regardant le niveau de liquide déplacé, en connaissant la masse du corps. Il n'a qu'à calculer la différence ici et donner la valeur et il vérifie sa réponse. Et avec ça, l'élève peut s'entraîner partout, qu'il soit gérant de cabine, qu'il soit peut-être coiffeur. Il n'a pas besoin de se déplacer avec tout son livre, tout son matériel pour réviser son cours. C'est ça aussi l'avantage. Ici, par exemple, le module glisser-déplacer qui peut servir en histoire-géo, en SVT comme ça l'illustre ici. Ici, c'est un exercice de SVT. Et en sciences physiques aussi, etc., etc. Ça peut servir partout. En histoire-géo, on peut dessiner par exemple la carte de la Côte d'Ivoire et dire par exemple de situer les différentes villes en fonction, ou bien les différentes capitales ou bien ces chefs-lieux de région sur une carte. Ou par exemple, avec la géographie économique, dessiner des images de coton, des images de cacao, des images d'EVA, enfin l'EVA se trouve partout maintenant, et dire, n'est-ce pas, de déplacer ces différentes cultures sur la carte. Donc avec le glisser-déposer, phalange, ça correspond à quoi? Vous déposez là et après l'ordinateur vous donne la réponse exacte automatiquement. Voilà, ça c'est juste une copie d'un de nos étudiants, Philippe Ahué. C'est un doyen, hein, il
il est de 65, 64, quelque chose comme ça. Je l'apprécie beaucoup parce qu'en fait, il ne grogne pas par rapport aux plus jeunes que lui. Et il est vraiment, quand on a commencé le cours, il s'y est mis. Et voici sa note quand il a composé 14,23 sur 15. Voilà, c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. Il est prêt à apprendre. Voilà, il ne se sent pas complexé, disant que ce n'est pas de son époque, etc. Et automatiquement, la machine génère, n'est-ce pas, les statistiques de l'évaluation. Hein. Là, je peux voir, dans un seul clic, hein, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, il suffit de cliquer sur le paramètre qui permet de voir tout ça. Et je vois que 54 étudiants ont plus de la moyenne, 20 étudiants ont moins de la moyenne. Il y a 3 étudiants qui n'ont pas rendu leur copie à temps. C'est-à-dire, je leur avais donné j'ai paramétré la plateforme de sorte que 10 minutes après la fin du devoir, le devoir durait 1 heure, 10 minutes après, ils n'ont pas la possibilité de répondre aux questions, mais ils ont 10 minutes pour cliquer sur envoyer. Alors certains ont tout fait pour chercher à répondre aux questions au lieu de cliquer sur envoyer. Lorsque les 10 minutes sont passées, ils n'ont pas pu rendre leur copie. Bon, j'ai dû faire ces corrections-là de manière manuelle. Et il y a un élève, M. Brou, par exemple, je ne connais pas tout son nom, M. Brou, vraiment c'est le plus réfractaire de ma salle. Il n'a jamais voulu toucher un ordinateur. Vraiment, bon, je dirais le rebelle même. Bon, je ne sais pas devant cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, le chef va me répondre. Mais franchement, moi, je peux considérer que c'est quelqu'un qui ne veut pas travailler. Et pour moi, c'est zéro, quoi. Donc, enfin, avec le développement de l'informatique, n'est-ce pas, et sur le continent africain où on compte le plus grand nombre d'illettrés, je pense que l'informatique est un atout pour nous. Hein, est un atout pour nous dont il faut profiter. Hein, aujourd'hui, pour préparer les cours, même sur le plan de la recherche, je n'ai pas besoin d'aller à la bibliothèque, n'est-ce pas, de l'université de Cocody, si elle existe encore. Vraiment, devant mon écran, avec une connexion Internet, je peux avoir full d'informations. C'est une solution quand même, n'est-ce pas, pour l'indisponibilité documentaire qui constitue un frein, n'est-ce pas, à la qualité de l'éducation en Afrique. Et l'opération, n'est-ce pas, dont la restitution se fait aujourd'hui, un citoyen, un ordinateur, est une opportunité, n'est-ce pas, dont il faut se saisir. Alors, donc, déjà, le fait que le ministère de l'Éducation met l'accent sur l'introduction d'éthique dans nos écoles et nos universités, l'enseignement supérieur également, à travers les projets que nous connaissons, IFADEM, je sais que beaucoup d'entre nous savent de quoi il s'agit. Sankoré, j'en parlais tantôt, avec des tableaux interactifs qui ont été déposés dans beaucoup de lycées et qui sont couverts de poussière aujourd'hui, parce que personne n'utilise, personne n'a été formé à cela. Il y a l'UNESCO CEFIT aussi, qui a tiré à sa fin, sans... Voilà. Et aujourd'hui, il y a le projet M-Learning. Pour la petite histoire, nous avions postulé à ce projet, Mariam, moi et Bamba. C'est un projet à hauteur de 200 millions de nos francs CFA. Bon, malheureusement, on n'avait pas les coups de franche. Et donc, le ministère de l'Éducation nationale a pu prendre ce projet. Et donc, la convention a été signée tout récemment, je crois que dans le mois de mars ou avril. Voilà, 200 millions pour le projet M-Learning. J'espère que ça ne connaîtra pas la même fin que Sankoré. Alors, et donc, nous, quoi qu'il en soit, hein, on sait aujourd'hui que parce que les évaluations que je viens de montrer, ça peut se faire sur mon téléphone portable, sur les tablettes et tout ça. Et nous savons même les tresseuses, hein, on a des tablettes aujourd'hui, c'est pour dire qu'avec la démocratisation de tous les terminaux, tablettes, smartphones, etc., je pense que c'est toujours, beaucoup de gens sont sur Facebook aujourd'hui, donc pourquoi ne pas, n'est-ce pas, placer, n'est-ce pas, ce qui peut contribuer à leur émancipation sur les terminaux qu'ils affectionnent tant, c'est-à-dire les tablettes et autres. Et je pense aussi que ça pouvait être aussi une solution aussi à la cybercriminalité. Ce qui amène l'enfant déjà vers l'ordinateur, c'est le caractère ludique de l'ordinateur. Alors, si on joint l'utile à l'agréable, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'utile étant l'apprentissage, l'agréable étant l'usage de l'ordinateur comme un outil de jeu, c'est tout bénéf, n'est-ce pas, pour relever la qualité de nos systèmes éducatifs, à mon sens. Alors, quelques exemples, n'est-ce pas, d'animation. Je peux, si le chef me permet, juste à la fin, je peux juste montrer encore une autre plateforme, enfin, pas une autre plateforme, mais juste une animation, c'est en 2 minutes, hein,
Ça, c'est une animation simple, avec PowerPoint. Hein, très simple. Ici, on veut montrer peut-être enfin, le cours sur les conducteurs et les isolants, n'est-ce pas? Et donc, on veut montrer aux enfants, on n'a pas de matériel, on veut leur montrer que tel objet conduit et tel objet n'est pas conducteur. Ici, par exemple, là où ça clignote, c'est une règle plastique. Donc, le matériau, c'est un caoutchouc et on voit que la lampe ne s'allume pas. Lorsqu'on met un autre matériau, c'est une mine de crayon graphite, et on demande à l'enfant qu'est-ce que devient la lampe. Il répond à la question qu'on lui pose, la lampe s'allume. Après, vous tirez votre conclusion. On change de matériau, un bois sec, que devient la lampe? La lampe est éteinte. On tire la conclusion. On change de matériau, on prend une pièce de 100 francs, la lampe s'allume. Bon, tout ça, alors qu'on aurait pu peut-être faire un dessin au tableau, un dessin muet. Un dessin muet. Mais déjà là, même si c'est un PowerPoint, l'enfant, avec son âge cognitif, peut dire que en mettant la pièce métallique, je vois la lampe qui clignote, donc ça s'allume. Déjà, ça peut faire avancer, n'est-ce pas, par rapport au déficit de matériel scientifique. Un autre exemple, toujours simplement avec PowerPoint, c'est vraiment grossier, hein, j'aurais pu affiner. Ici, c'est l'expérience d'attraction et de répulsion. Hein. On fait approcher la barre, hein, qu'est-ce que la boule devient? Voilà, juste ça. On aurait pu affiner pour que le mouvement soit moins brusque. Hein. Voilà, donc c'est pour dire que on peut, grâce à de petits logiciels gratuits, populaires, on peut faire beaucoup de choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Et ça, même les cours, les exposés que les étudiants présentent, il y en a qui ne savent même pas utiliser PowerPoint. Ne serait-ce que leur apprendre ça, ils sont plus à l'aise. Et je leur dis, vous êtes des cadres dans votre région d'exercice, vous êtes des cadres A4, vous êtes des professeurs certifiés, n'ayez pas de complexe à prendre un thème, n'est-ce pas, par exemple l'énergie solaire, et puis organiser une conférence à l'attention des cadres de votre cité. Ça vous apprendra vraiment à vous habituer à ces outils-là. Ben, pour conclure, n'est-ce pas, je pense que nous sommes en phase avec notre ministre de l'Éducation qui a affirmé, n'est-ce pas, à l'inauguration du village informatique à Bassam, qu'on ne peut pas bien enseigner aujourd'hui, on ne peut pas bien enseigner ou former sans l'éthique. Je suis parfaitement d'accord avec elle. Il faut s'adapter à l'ère du temps. Elle l'a dit en tant que ministre de l'Éducation, en tant qu'enseignante et aussi en tant que parent d'élèves, certainement. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ça. C'est pour dire, ce petit témoignage-là, c'est pour dire que nos élèves adhèrent parfaitement à cette initiative. Dans la classe, avec nos élèves, il y avait 10 étudiants qui avaient, je parle de cette année, hein, KPL, 10 étudiants qui avaient un ordinateur, mais à la fin, il y a eu 50 qui ont eu un ordinateur pour faire le devoir. C'est pour dire que les autres, en 2 mois, vraiment ont été foutus dans leur orgueil et ont acheté un ordinateur. Et j'ai composé, ils sont 80, oui 78, j'ai composé, 50 ont composé avec leur propre ordinateur, c'est-à-dire les 40 autres qui ont acheté des ordinateurs pendant les séances, et 30 ont composé, n'est-ce pas, à l'AUF. Hein? C'est-à-dire qu'il suffit simplement qu'on leur donne la motivation, ils peuvent s'engager, n'est-ce pas, dans l'équipement. Voilà, ce sont les différents témoignages pour dire qu'ils sont prêts à aller à l'aventure avec nous. Bien, je vais bientôt finir par cette annonce pour ceux, après cette présentation, pour ceux qui sont intéressés à la formation. Il y a un MOOC qui est ouvert, ce n'est pas moi qui l'organise, je me suis inscrit moi aussi, sur l'utilisation des terminaux portables, c'est-à-dire les téléphones ou les tablettes. Ça commence le 1er juillet, hein, le lien ici, et vous pouvez vous inscrire. C'est gratuit, c'est un MOOC, il suffit de se connecter et on vous apprend à utiliser ce genre de choses. Ça commence le 1er juillet déjà. Sur ce, je vous remercie. J'espère que ça n'a pas été trop long. Bon. Tu es dans le temps, parce que on a prévu. Oui, bon, 5 minutes. De plus, ouais.
Ok, donc je pense que le débat est ouvert. On va prendre juste une liste. Voilà. Oui, donc je voulais juste m'excuser là. En fait, là j'ai raté la crème. Certainement sur toutes les Sur Moodle. solutions. Oui, parce que comme je sais, je fais, comme il y a fait les cours de FIS par exemple, sont des cours transversaux, Ouais. et que les étudiants qui sont en bâtisse font en même temps les mathématiques comme discipline et puis les TIC également dans le équivalent. Donc j'ai dû faire une mission d'évaluation des stages par rapport à ça, et les gars de maths voulaient absolument que je leur dise exactement où est-ce qu'il y avait problème. Depuis 10 heures, en fait, ils m'attendaient.